Moi, je m'applique à tordre le cou de cette volonté absolue, chez les infirmières notamment, de stimuler les gens. Alors, qu'on stimule leur intérêt, oui. Qu'on essaye de les stimuler comportementalement, non. Non, parce qu'à ce moment-là, on développe quoi? Des formes de soumission. Quand j'exige quelque chose de quelqu'un, quand j'insiste, quand je crois que je peux vouloir à sa place, je développe sa soumission. L'autonomie, elle passe par l'exercice de choix. Permettre aux gens de dire j'ai envie, j'ai pas envie. J'aime, j'aime pas. C'est leur problème après. On peut les raisonner, on peut faire ce qu'on veut, mais pas les obliger. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble très important, et on y reviendra avec l'affectivité, c'est de développer l'estime de soi. De prendre les gens comme ils sont, de positiver, et tant que ça n'est pas dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, de tolérer leur conduite, y compris leurs écarts de conduite. On peut leur dire ce qu'on ressent, ce que ça nous fait, ce qu'on éprouve, mais les traiter comme des interlocuteurs, y compris les plus déments des démons. Ce que j'appelle la renarcissisation, ou la mobilisation affective de l'estime de soi, c'est fondamental à mes yeux. Et plus on vieillit, plus je crois on doute de sa valeur, parce que le corps a trahi, on sait très bien qu'on ne représente plus grand-chose, physiquement du moins. Plus on a besoin de vérifier qu'on compte. Compter pour autrui, c'est très important. En un mot, on a besoin d'être aimé. Alors aimer, ça se décline de différentes façons, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Ça va de la simple rencontre à la passion. Mais c'est dans différents registres avec différents types d'interlocuteurs. Mais je dirais que cette ligne directrice, c'est aussi, quand on travaille en gériatrie, de savoir préserver sa capacité de penser, de s'organiser pour récupérer sa capacité de penser, et pouvoir émettre des hypothèses, déjà, et pouvoir faire ce qu'on appelle un travail de mentalisation, c'est-à-dire de travailler sur les émotions qui ont été mobilisées chez nous. Qu'est-ce que j'en pense? À quoi ça me fait penser? Et vous verrez que ça s'articule avec la question de ce que j'appelle l'accordage affectif. Ce n'est pas de moi, c'est de Stern, l'accordage affectif. Mais ça peut s'appliquer aussi aux relations d'adulte à adulte, et pas seulement aux relations maman-nourrisson. Et il est très important d'articuler ça avec notre pratique. Et pour l'articuler avec notre pratique, faire des hypothèses sur ce qui s'est joué dans la relation, pour changer de regard sur la situation. Si je pense quelque chose de différent d'une situation, j'agirai différemment, même sans m'en rendre compte. Si nous travaillons ensemble, en ayant élaboré ou validé une hypothèse en commun, nous ferons la même chose, même sans en avoir l'air. Chacun agira à sa façon, en s'appropriant sa façon de travailler. Donc en n'étant pas trop de son travail. Très important ça aussi, être maître de sa façon de travailler, se l'approprier, pour pouvoir l'investir. Et l'investissement va être un des leviers du soin. J'ai terminé. Je vais vous parler de l'investissement, Oui. qui est un levier du soin formidable. Encore faut-il qu'on rame tous dans le même sens, donc avec une hypothèse commune. Et c'est important à un moment donné de pouvoir se réunir pour dire ce qu'on pense éventuellement d'une consigne, éventuellement d'un protocole, pour agir dans le même esprit. On ne peut investir une tâche que si on s'approprie. Pour se l'approprier, il faut s'approprier intellectuellement. Donc que chacun ait pu donner son avis. Je ne peux pas porter un message auquel je n'adhère pas. D'où l'importance d'une élaboration en commun. Ça permet d'avoir des hypothèses communes sur ce qui se passe avec le patient. Et ça permet aussi de mieux réguler nos émotions. Réguler nos émotions, c'est faire un travail associatif où on associe nos fantasmes, nos pensées les plus folles, nos émotions, nos souvenirs, ce qu'on pense, et ce qu'on pense de ce qu'on pense. C'est un travail dit de mentalisation qui permet de rendre nos émotions fréquentables, psychologiquement fréquentables, assimilables, vivables.
Donc là, Je ne sais pas si je réponds à votre question. oui, tout à fait. Là, vous évoquez peut-être aussi le rôle très important de l'infirmière coordinatrice dans le management de son équipe, qui, Elle est là pour garantir que les procédures de réflexion ont bien été respectées, qu'on n'est pas dans le passage à l'acte de couloir. Alors, en urgence, on fait comme on peut. Mais il est important, dans l'après-coup, de réfléchir à ce qui s'est passé dans l'urgence. C'est très enrichissant sur le plan de la réflexion à propos de ce qui se joue avec un patient ou avec une famille. Dans l'après-coup, la réflexion qui va venir va avoir un matériel clinique. Ce qu'on a fait dans l'urgence nous a échappé et c'est un matériel clinique précieux. Et il ne s'agit surtout pas de juger. C'est pas tu as fait bien, tu as fait mal. En aucun cas. Il ne s'agit pas de juger. Tu t'es fait avoir généralement en urgence. On se fait avoir comme il n'est pas permis. Mais ce sur quoi on a dérapé, sont des éléments cliniques précieux à analyser, à comprendre. Et on ne devrait prendre de décision pérenne qu'après la validation par le groupe, qu'après un consensus suffisant, ou du moins après avoir compris pourquoi on est en divergence. On peut être en divergence de vue. Les uns vont penser il doit rentrer chez lui, les autres vont penser il doit être placé. Que les uns et les autres soient la famille, au sein de la famille, deux groupes, entre les soignants, deux groupes. Les uns vont penser il a encore besoin de vivre, encore envie de vivre, soignons-le. Les autres vont dire non, non, il est épuisé, permettons-lui de partir en douceur. Les deux groupes ont raison. Les uns ont entendu un message, les autres ont entendu le message contraire, émis par le patient, qui peut avoir au fond de lui envie et peur, besoin et refus, qui est en lutte, ou qui est en non-élaboration de compromis possible. Il ne peut plus élaborer de compromis entre ces tendances clivées, contradictoires. C'est à nous de les reprendre en sachant que nous sommes les porte-parole, les uns étant plus sensibles à la tendance A, les autres plus sensibles à la tendance B. C'est à nous de refaire le chemin qu'il ne peut pas faire psychologiquement, de prendre acte de sa contradiction. Et c'est à nous aussi d'expliquer, de nous expliquer dans quel esprit on travaille les uns par rapport aux autres. Il m'est arrivé, par exemple, d'être en incompréhension avec une équipe parce que je voulais mettre une perfusion d'antidépresseurs à un mourant. Mais mon but était éventuellement d'alléger sa souffrance psychique. Faute de mieux. Pas seulement de l'endormir, de l'apaiser. Je donnais ce que j'avais. Rien de vous n'empêche la présence. Rien de vous une main contient. On ne peut pas tenir une main 24 heures sur 24. Je suis clair, ça va? oui, très bien. Bon, S'il y en a qui veulent réagir, hein, vous prenez la parole. Vous n'hésitez pas. oui, parce que j'ai croqué de l'infirmière, là. Je sais que j'ai ce public dans la salle et j'en profite pour les stimuler intellectuellement, on va dire. Vous disiez que la stimulation est persécutoire dans une intervention une fois. Oui, oui, bien sûr. Oui, alors, je vais y aller. Rappelez-moi à l'ordre si je vais trop fort. Non, je trouve ça c'est très percutant de dire ça, donc il n'y a pas de souci. Comme vous voulez les stimuler, je disais, bah oui, c'est persécutoire de les stimuler. Intellectuellement, ça ne fait pas de mal, à condition de ne pas être en overdose, c'est comme tout. Rappelez-moi si je franchis la dose thérapeutique. Très bien. Pour rebondir, après, le problème, c'est… Parlez très fort. Pour rebondir, c'est aussi, on est un peu tributaire de nos médecins traitants qui interviennent dans les EHPAD. Alors, elle disait qu'on est tributaire des médecins traitants qui interviennent dans les EHPAD. Pour certaines prescriptions, certaines discussions éthiques, on a eu le Covid dans l'établissement, on ne s'est pas forcément heurté aux médecins, mais on a eu beaucoup de discussions par rapport aux thérapeutiques mises en œuvre. Thérapeutique non, puisqu'on n'était pas dans l'histoire de guérison, mais jusqu'où on va, quand est-ce qu'on s'arrête, et c'est vrai qu'il faut pouvoir avoir ces discussions avec les médecins qui interviennent. Et tous n'ont pas forcément la capacité en gériatrie, par exemple, parfois des éléments, du coup. Je n'ai pas tout entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre et résumer, s'il vous plaît? Oui.
Donc, il y a beaucoup de Oui. médecins qui interviennent, qui n'ont pas forcément des capacités en gériatrie. Il n'y a pas forcément les espaces pour ces espaces de discussion. Et c'est un peu ça que vous vouliez dire, hein? Nous, on a eu la chance, enfin, voilà, on a une Alors, équipe médicale qui est très présente, mais enfin, il y a une on équipe peut médicale qui est comparer très à d'autres présente. EHPAD où elles n'ont pas cette chance-là. Mais on a eu énormément de discussions, les infirmières, avec les médecins qui sont venus. Quand est-ce qu'on met de la morphine, le Rivotril, on continue les anticoagulants quand même, on pique encore les gens. Enfin voilà, on a pu s'exprimer et avoir ces espaces-là Ouais. qui sont très importants. Donc, dans votre structure, il y a encore ces espaces-là. Je vais laisser M. Peton s'exprimer. Moi, ce que j'entends, c'est que quand même, ça veut dire que l'institution, vous êtes garante aussi de créer ces espaces-là et de donner envie aux gens de s'y introduire dans ces espaces-là. Alors, d'une part, c'est une très bonne chose de pouvoir garder son médecin traitant quand on rentre en établissement. Et d'autre part, s'il n'y a pas une coordination qui s'opère à un moment donné, c'est peut-être le rôle du médecin co. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens parce qu'on ne travaille pas dans un même esprit et on n'a pas une doctrine commune avec des gens qui sont des intervenants extérieurs ponctuels, qui travaillent à la tâche, à la façon. Je parle du médecin traitant individuel et l'équipe. Il faut que l'équipe ait sa doctrine et qu'elle ait une réflexion à elle et qu'elle fasse, si possible, que quelqu'un soit là pour le dialogue avec le médecin traitant. Ça sera le rôle de la coordinatrice, justement, d'être une interface, d'essayer de l'associer à la façon de travailler de l'équipe. L'équipe a le droit d'avoir ses principes, l'institution a le droit d'avoir ses principes d'action. Il faut qu'ils soient clairs, qu'ils soient réfléchis. Après, on adhère ou on n'adhère pas, ça donne lieu éventuellement à des mises au point. Je pense que le médecin est celui qui se fait le plus facilement manipuler par le patient, inconsciemment. Dans ces tendances inconscientes du patient, il y en a une qui va jouer la carte du médecin comme porte-parole. Peut-être que vous pouvez considérer ce qu'il va vous dire comme étant une des tendances non exprimées du patient. Non exprimable avec des mots, mais dont il est le porte-parole. C'est comme ça que vous pouvez prendre sa parole et ses injonctions. La médicalisation, c'est un mode de défense. La médicalisation de la mort, notamment, c'est un mode de défense. Ça rassure et ça doit être respecté. Mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Savoir la remettre à sa place, c'est pas facile. C'est encore votre rôle de coordinateur. Rôle d'être plus près des équipes aussi, d'être dans l'équipe et d'appartenir aussi à un autre appareil à penser, qui est celui de la direction de l'établissement. Vous avez une double appartenance, d'être un relais. Un relais et un garant. Notamment le garant des procédures de réflexion. Parce qu'autrement, on arrive à ce truc qui m'est arrivé un jour, qui est la dénaturation d'une consigne. Nous avions élaboré une stratégie pour une patiente anorexique qui consistait à lui porter un plateau repas, à le laisser pendant, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne sais plus, à sa disposition, à revenir le chercher et à ne pas faire de commentaires. Ça vaut ce que ça vaut. Nous avions élaboré cette stratégie. Et un soir, je passe devant la chambre de la patiente en question. Je vois une aide-soignante ou une ASA, je ne sais plus, enfin quelqu'un qui porte le plateau. Une collègue à elle qui lui met la main sur l'épaule et qui dit, porte ouverte devant la patiente, rappelle-toi la consigne du docteur Peloton. Tu dois poser le plateau pendant une demi-heure et le reprendre sans commentaire tout à l'heure. Bonjour, le résultat. Dès l'instant où ce que j'avais demandé était dit à la patiente comme ça tombait à plat. C'était foutu.
on peut comme ça foutre en l'air une consigne avec de la bonne volonté. C'est typique. La bonne volonté, le vouloir bien faire, c'est souvent ce qui va foutre tout en l'air. J'ai commencé à faire de la gérontopsie, je suis allé à Genève. À l'époque, à l'hôpital de gériatrie, il y avait le double référent. C'est-à-dire, les équipes avaient 2 référents permanents, qui étaient un gériatre et un psychiatre. Il y avait des infirmiers des psys, et les gens travaillaient donc avec de doubles regards, avec la mise en dialogue, la mise en perspective des besoins psychologiques et des besoins matériels, des besoins médicaux. Et il y avait en plus des infirmières monitrices, des formatrices en situation, c'est-à-dire qui faisaient le suivi de la formation en situation pratique. C'est bigrement important, à un moment donné, d'être formateur en disant ce que tu as appris à l'école, c'est ce que tu vois là. Il faut identifier ce qui est sur le terrain et ce qu'on a appris. Très souvent, on a des notions théoriques, on ne sait pas les plaquer ou les articuler avec ce qu'on observe. J'avais un jeune collaborateur qui me disait, moi, vous m'avez donné une trousse à outils toute nickelée, toute chromée. Quand j'arrive dans le service, je la pose à la porte parce que je ne sais pas quoi en faire. Je n'arrive pas à identifier ce dont vous m'avez parlé dans les situations pratiques. Et pouvoir dire, faire le service après-vente de la formation, dire, tu vois, ce qu'on a dit tel jour, on voit l'illustration. On pratique par compagnonnage. La formation par compagnonnage, c'est la meilleure formation. Et vous pouvez servir à ça. Pardon ? Le psychologue a aussi un rôle à jouer. Un rôle de coach. Pas un rôle de psychothérapeute, pas un rôle de psychanalyste, un rôle de coach. C'est-à-dire quelqu'un qui à la fois a des références théoriques, des outils théoriques, mais qui s'implique dans les prises de décision, qui s'implique dans le soin, qui interagit, qui donne son avis, qui éventuellement pousse un coup de gueule, pourquoi pas, mais qui est là, un soutien aussi pour l'équipe. Je vais dans le temps monter une boîte, participer à monter une boîte, un EHPAD, qui n'a pas fait ses affaires parce que ça coûtait trop cher. Mais l'organigramme était le suivant. Il y avait un médecin gériatre, médecin directeur. Il y avait le psychiatre, qui était le référent. Et à l'échelon en dessous, il y avait une cadre de santé et la psychologue qui avait le rang de directrice adjointe. Ça va vous faire hurler. Elle avait le rang, j'ai bien dit le rang, de directeur adjoint. C'est-à-dire que les infirmiers et les soignants avaient un double référent. Un sur ce qu'on doit faire, l'autre sur la façon de faire. En fonction des enjeux affectifs, narcissiques, en fonction des enjeux relationnels, en fonction des enjeux psychologiques. Ça ne fonctionnait pas si mal que ça. Le dialogue des besoins et des dimensions psycho-affectives d'un côté et des besoins matériels, médicaux de l'autre. Je ajouterais même social. C'est important d'être pluridisciplinaire, mais dans l'articulation et le dialogue. Et je pense que le coordinateur est là aussi pour voir que ce dialogue existe bien, qu'il ne dérape pas et qu'il n'y ait pas des prises de pouvoir. Méfiez-vous du corporatisme. Méfiez-vous de ça. Essayez de profiter du talent des autres, de leurs outils théoriques, et non pas de vous mettre en rivalité avec eux. La mise en rivalité, c'est le commencement de la fin. Ça dépend des personnalités aussi. C'est pour ça qu'il faut absolument se coopter. Moi, je me méfie des embauches qui ne sont pas consensuelles, surtout dans un petit établissement. Dans une équipe, on doit pouvoir avoir un pouvoir de cooptation. Il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui soient unanimes dans un recrutement. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, on ne recrute pas. Parce qu'après, s'il y a un problème, on va se renvoyer la responsabilité à la figure. Je l'avais bien dit, il ne fallait pas le prendre celui-là. Faites des recrutements pluridisciplinaires si vous pouvez. Impliquez le directeur, l'infirmier coordonnateur, le psychologue, justement. Lui aussi. Pourquoi pas le médecin court, mais il n'a jamais le temps. S'il a le temps, c'est encore mieux.
plus il y aura un travail d'équipe autour d'un recrutement, même d'un recrutement d'ASH, hein, il n'y a pas de poste subalterne en importance relationnelle. Tout va compter. Tout le monde peut démolir le travail de tout le monde. J'ai l'exemple d'une démolition épouvantable qui a foutu en l'air le travail d'une psychologue. Simplement parce qu'au moment où la patiente montait dans sa chambre pour avoir un entretien hebdomadaire, quelqu'un lui a dit « De toute façon, c'est pas grave, la psychologue nous répète tout ce que vous lui dites. » C'était un mensonge. À partir de là, c'était foutu. Cette personne a eu le don, le pouvoir de tout casser. Comme référent extérieur, j'ai fait un pataquès. Je vous l'avoue. Je n'ai pas supporté. Méfiez-vous, tout le monde peut casser le boulot de tout le monde. Tout ça, c'était peut-être parce que cette pauvre fille qui a dit ça, elle a voulu faire de l'humour. De l'humour qui voulait dire que je me sens exclu de ce qui se passe. J'aime pas être exclu de ce qui se passe. On ne peut pas tout lui dire. Ce qui se dit dans le secret d'une relation doit rester dans le secret de la relation. Ce qui se dit dans le secret d'un groupe doit rester dans le secret du groupe. On peut retransmettre l'atmosphère du groupe, le climat général, ne pas dire Madame Intel a dit ça. Même, j'irais jusqu'à vous dire, ne pas dire Madame Intel a eu une performance. Pourquoi? Madame Intel a eu une performance, tout le monde va vouloir sa performance. Tout le monde va vouloir sa petite Madeleine de Proust, là, sa petite gâterie. Moi aussi, je veux ma performance. Pourquoi elle l'a fait dans le groupe et pas avec moi? J'ai comme ça un groupe qui a été foutu parce que la référente a dit à la famille, vous savez, dans le groupe, votre maman, elle s'exprime bien, elle nous a raconté des souvenirs. Paf! Fichu. La dame qui était censée avoir raconté des souvenirs, comme par hasard, a été retirée du groupe par la famille. Sous un prétexte en toute bonne foi. Mais ce n'était pas supportable, sans doute, qu'à un endroit, elle qui était déficitaire totalement, à un endroit, elle ne le soit pas. Sachez garder aussi le secret de ce qui se passe dans une relation individuelle, en donnant la tonalité, c'est tout. Il faut aussi accepter que d'autres sachent que je ne sais pas. À condition que ça n'ait pas un retentissement sur le soin, bien entendu. Bien entendu. On en arrive à empêcher les gens de vivre pour les empêcher de mourir. Oui. Moi, je pense, je vais dire quelque chose d'horrible, tant pis, je suis enregistré, j'assume, que devant toute consigne excessive, on a le droit à ce que j'appellerais une clause de conscience. Je rangerais ça, la clause de conscience, dans les droits de l'homme. C'est-à-dire une part d'adaptation, j'ai presque envie de dire de désobéissance partielle, voire même de désobéissance tout court. On a le droit, enfin, on devrait avoir le droit d'aménager la consigne et de ne pas faire n'importe quoi au nom de l'hygiène. Pas tuer les gens pour les empêcher de mourir. Ça veut dire s'organiser peut-être pour malgré tout organiser des visites, trouver des solutions. Trouver des solutions humaines pour que les gens ne soient pas isolés, enfermés à clé dans leur chambre, et ainsi de suite. Ça demande de l'intelligence, de l'adaptation, et quelquefois, avec le consentement des uns et des autres, une prise de risque à minima. Et j'ai une profonde admiration pour les gens, mais on ne peut pas le généraliser. J'ai une profonde admiration pour les gens qui ont choisi de se confiner eux-mêmes au printemps avec leurs patients. J'ai une de mes anciennes étudiantes qui est devenue directrice de maison d'EHPAD, qui s'est confinée dans la région lyonnaise avec son personnel. Je tiens mon chapeau. Elle s'appelle Marthe. Mais ça, on ne peut pas le demander. C'est un choix militant. Mais on doit éviter le pire, appliquer la consigne bêtement et enfermer les gens à clé dans leur chambre. Non. C'est meurtrier. Et de quoi se défend-on? De quoi se défend-on? Est-ce qu'on les protège eux ou est-ce qu'on se protège nous? Notre image, je ne sais pas. De quel fantasme se protège-t-on? J'irai jusque-là.
quand on enferme les gens. Déjà, le fait d'être en EHPAD, c'est pas génial quand même. C'est la moins pire des solutions pour garder les gens en vie. Alors, quid? Que penser de ces solutions extrêmes d'isolement, de refus total des visites et ainsi de suite? Inventer et revenir à l'esprit des choses. Savoir garder l'esprit du cadre, même si c'est au détriment apparent de la lettre du cadre, la forme. Le cadre, quel que soit le cadre de prise en compte, de prise en soin, qu'il s'agisse d'un cadre psychothérapique ou d'un cadre institutionnel, c'est fait pour être adapté, en tout cas, pour se fonder sur un esprit, sur des lignes directrices qui sont la non prise. Enfin, personne n'est l'objet de personne. Personne n'est la chose de personne. Ce ne sont pas nos choses. Nous n'avons pas à nous en servir comme de cobayes ou comme d'objets de soins. Ce sont des interlocuteurs, même s'ils ne savent plus parler. Nous leur devons le respect d'une fin de vie la plus heureuse possible, la plus confortable possible. C'est pas la performance qu'il faut. Là, je reviens quand même à la stimulation. C'est pas la performance qu'il faut rechercher. La performance n'a aucun intérêt. C'est le bien-être affectif et psychologique. Moi, je ne tiens pas à rester performant, je tiens à être bien. On doit bien ça à quelqu'un pour qu'il finisse ses jours dans les meilleures conditions possibles. Interrogez-vous sur le sens, la mission, les objectifs, l'objet même de l'institution. Qu'est-ce qu'on attend de vous, à quoi vous servez? Ayez une idée claire sur à quoi vous servez et comment y parvenir. Quels sont vos objectifs premiers? Et comment ne pas les dénaturer? Alors l'ARS, effectivement, son objectif, c'est d'avoir de bonnes statistiques de santé ou de mortalité. Je ne suis pas sûr que certaines des consignes, et ils s'en sont aperçus, et ça, on l'avait prévu, on l'avait prédit plutôt, certaines des consignes ont été aussi assez meurtrières quand même. Je ne suis pas sûr qu'elles aient été si positives que ça, les consignes d'hygiène hospitalière appliquées à l'isolement des patients. Et effectivement, le Covid a pu rentrer dans les établissements par les visiteurs ou par les équipes. C'est possible. Il est bien rentré par un trou quelconque. Ce n'est pas les patients qui sont descendus en ville faire un tour. Ce qu'il faut, c'est imaginer et inventer. Inventer votre établissement. Vous ne pouvez pas reproduire un établissement standard, même dans une chaîne. Un établissement qui appartient à une chaîne, ce n'est pas comme une chaîne hôtelière où il doit y avoir le portrait du fondateur mis à tel endroit dans le hall, etc., etc. Si vous ne réinventez pas l'établissement, ce sera un établissement mort. Un simili-établissement. Un truc impersonnel, avec des relations impersonnelles, il n'y aura pas l'investissement nécessaire pour que ce soit vivant. Méfiez-vous de ne pas, d'ailleurs, considérer les soignants comme des pions interchangeables. On n'est pas interchangeables. C'est pas vrai. Et on a trop tendance, notamment dans les hôpitaux, à traiter les gens comme des pions qu'on peut déplacer, remplacer les uns par les autres. C'est pas vrai. Ça donne des relations totalement impersonnelles. C'est pas dans la rotation des équipes qu'il faut choisir, qu'il faut trouver la solution de la souffrance. C'est dans l'élaboration mentale de la souffrance, dans la mise en mots de la souffrance, dans la conscience même de ce qui se passe, dans le travail sur ce qui se passe, qu'on va résoudre un peu, autant qu'on peut, la question de la souffrance. Le fait de tourner ne résout rien. Bon, que tout le monde ne fasse pas toujours la même chose, c'est bien. Mais encore faut-il qu'il y ait une part de volontariat dans tout ça.